Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Je suis revenu de vacances, donc les Texama Show vont reprendre. J'ai essayé d'en tourner un pendant les vacances, mais c'était compliqué parce que j'avais pas le temps de lire les articles, donc c'était plutôt compliqué de faire un show où je dois parler de plein de choses, donc yep. Mais du coup, il y a plein de news, on va pouvoir parler de toutes les news qui sont sorties pendant ces 2 semaines. Je vais surtout me concentrer sur les principales. Du coup, sans plus tarder, commençons. Commençons avec une mini-review, justement. Et c'est une mini-review du Doggy. Oui, c'est un drôle de nom. Doggy? Je ne sais pas. S98 Pro. S98 Pro, si vous préférez, si vous êtes français. Ce téléphone est un MTT. C'est les MTT. Je pense que vous avez déjà tous dû voir à quoi ressemble un MTT. C'est un mobile tout-terrain, ça veut dire. Donc, c'est un smartphone, mais genre ultra résistant. On dirait un smartphone avec une coque déjà pré-appliquée dessus que vous ne pouvez pas enlever. Et ils ont toujours une énorme batterie aussi. Et la particularité de celui-ci, c'est pour ça que j'ai voulu le tester, c'est qu'il a une caméra thermique. Vous voyez le petit truc là au centre? C'est une caméra thermique. Et ça m'intéressait parce que là, j'aimerais bien prendre des images thermiques des fois de trucs que je teste. Parce que c'est plutôt intéressant. Genre les ordinateurs portables, ça permet de voir par exemple là où la chaleur se concentre en dessous du clavier. Très pratique. Toutefois, les caméras thermiques, et c'est ça qu'il faut toujours tenir compte, c'est que si vous filmez quelque chose qui reflète, comme par exemple, là, vous voyez ma carte graphique a un truc qui reflète énormément, ça va juste refléter les infrarouges qui viennent d'autre part. Donc, vous ne pouvez pas vraiment détecter la chaleur, vous ne pouvez pas vraiment... Quand vous pointez une caméra thermique, vous allez juste voir la chaleur de ce que ça reflète, en fait. Donc, il faut en tenir compte de ça. Enfin bref. Ou sinon, pour le reste du smartphone, je vais être très honnête. Vous avez les specs sur le site web et j'ai pu les confirmer. La caméra, oui, ça va, je suppose. Il n'y a pas un fast charging si rapide que ça. 33 watts, c'est pas grand-chose. Genre, même Samsung fait mieux et pourtant, Samsung n'est pas une référence là-dessus. 6000 mAh par contre, donc ça, c'est plutôt massif. Chargement sans fil. Et puis, évidemment, vous avez la caméra. Alors, ils ont aussi une caméra avec vision nocturne, mais il me semble que ça utilise juste le système d'infrarouge à la caméra thermique, donc, yep. Bref, dans tous les cas, c'est pas non plus un smartphone qui va révolutionner le milieu du smartphone, soyons honnêtes. Et il me semble qu'il est... Alors, il faut que j'aille voir le prix, comme ça je suis sûr. 518 €. Damn! C'est cher. C'est cher. Si vous avez vraiment besoin de la caméra thermique, ça peut valoir la peine. Je verrais bien quelqu'un qui travaille, peut-être un chauffagiste, qui a besoin d'un téléphone assez résistant et qui s'en fiche du reste. Il n'a pas besoin de la meilleure caméra ou autre chose. Il veut juste un téléphone résistant. Et la caméra thermique peut être pratique pour lui parce qu'il peut vérifier si un tuyau est chaud ou froid, justement. Ça peut réellement être pratique. Mais si vous n'avez pas besoin de la caméra thermique, il y a tellement plus de smartphones qui en valent la peine. Si vous voulez un smartphone avec une grosse batterie, prenez un téléphone gaming. Le ROG Phone coûte le même prix que ce smartphone. Donc c'est juste pour dire à quel point ça ne vaut vraiment pas la peine. Mais par contre, pour la caméra thermique, ça peut valoir la peine. Et justement, je vais vous mettre... J'ai même mis un raccourci, c'est plutôt pratique. Vous avez un bouton sur le côté. Et il faut que je double presse, voilà. Ah non, si je presse une fois longtemps, ça coupe. Ah voilà, ça lance la caméra thermique. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est magnifique. Ah voilà. Ah, maintenant on voit le PC ultra chaud. En réalité, elle marche plutôt bien. C'est pas la plus haute résolution. Je vais vous filmer des exemples que je vous mettrai par-dessus. C'est pas la plus haute résolution, mais en réalité, ça marche plutôt bien. Et c'est plutôt marrant de voir là où se concentre la chaleur. Donc là, je vois par exemple que ma lampe studio est plutôt chaude. Je vois que l'écran est sacrément chaud. Ça indique aussi la température à laquelle c'est. Donc par exemple, je peux voir que mon écran est à 42 degrés au plus chaud. Et que c'est à peu près au centre le plus chaud. Je peux voir aussi que la caméra est chaude. Surtout que j'ai oublié de l'éteindre pendant la nuit. Ça arrive des fois. Je vois aussi que mon interface audio est chaude. Je vais vous filmer ça parce que c'est plutôt marrant. Donc normalement ça filme, ouais. Donc par exemple, vous pouvez voir que, et c'est le bordel sur mon bureau, que l'interface audio est chaude parce qu'elle chauffe en fait. Celle qui est débranchée ne chauffe pas. Vous voyez d'ailleurs que les boutons ici reflètent, donc ils reflètent la chaleur qui vient de l'écran. Donc c'est pour ça qu'ils paraissent chauds, mais en fait non. L'écran est ultra chaud lui. On voit la caméra juste ici, voilà, qui chauffe. L'autre écran aussi qui chauffe pas mal. On me voit. Hello! Je suis chaud. Bon, je pourrais me filmer et puis on me verra aussi chaud. Et là, c'est le truc que je voulais dire, c'est que par exemple, là, le PC, vous avez la vitre qui reflète les infrarouges de tout ce qui se passe.
Donc en fait, vous ne voyez pas la vraie chaleur du PC. C'est juste pas possible. On voit la lampe derrière le pot. Et vous voyez que le pot est chauffé à cause de la lampe en partie. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc réellement, c'est pratique. Ça overlay en fait... Et c'est pour ça, on dirait qu'il y a un effet de ghosting. Ça overlay la caméra principale avec la caméra thermique. Et vous pouvez désactiver l'overlay de la caméra principale. Mais je déconseille parce que là, ça devient très pixelisé. Genre, c'est pas une caméra haute précision, la caméra thermique. Mais avec l'overlay de la caméra principale, ça marche plutôt bien. C'est plutôt intelligent. Donc je vais le couper là parce que c'est à peu près fini. Donc la caméra thermique, honnêtement, est pas dégueulasse. C'est une caméra thermique, ça coûte la peau des fesses. Si vous regardez les prix, il me semble que c'est genre facilement 500, 600 euros, les plus basiques, franchement. Donc avoir un smartphone pour 500 euros qui a une caméra thermique, c'est pas si bête que ça. Je pense même qu'il y a des entreprises qui achèteraient juste le smartphone pour avoir la caméra thermique. Donc, mais vous attendez pas à une méga précision ou autre chose. Aussi, n'utilisez pas dans un domaine hautement scientifique. Par exemple, elle disait que mon écran était à 42 degrés. Pas exactement sûr que ce soit à 42 degrés, aussi bien c'est 41. Donc tenez compte que c'est pas la plus précise non plus. Si vous voulez vraiment quelque chose de précis, il faut des instruments scientifiques qui ont été testés pour vraiment être certifiés, qui sont précis. Et là, ça coûte ultra cher. Il me semble, si vous avez vu Linus Tech Tips, ils utilisent toujours une caméra thermique. Il me semble que celle-là, elle coûte genre 30 000 euros, celle qu'ils utilisent. Donc, yep, ça coûte la peau des fesses. Donc, au final, ce petit Doggy S... Doggy, c'est vraiment bizarre comme nom. Doji, on va dire. S98 Pro va pas avoir un intérêt pour ça. Mais honnêtement, si vous n'avez pas besoin de caméra thermique, ça n'a aucun intérêt. Prenez juste un téléphone gaming et vous aurez une aussi bonne batterie. Il a aussi un processeur qui commence à dater, donc yep. Passons aux news de la semaine avec la première news sur littéralement rien. Non, rien. Bon, c'est le nom de l'entreprise qui s'appelle Nothing, qui est une entreprise avec notamment Carl, comment il s'appelle déjà? Carl Pei, yeah, qui était le cofondeur de OnePlus, si vous vous souvenez. Il y a aussi la compagnie, une compagnie d'Alphabet qui est derrière, ainsi qu'un ancien designer de chez Apple qui est derrière cette compagnie. Donc il y a quand même pas mal de grands noms. Et du coup, les gens sont assez bien hypés. Après, comme d'habitude, quand vous avez beaucoup de hype pour surtout une entreprise qui sort de nulle part, toujours prendre les pincettes, les méga pincettes. Vous voyez celles de barbecue là, qui font tac tac tac. Toujours essayer avant de les utiliser d'ailleurs. Prenez ça parce que franchement, ça peut toujours être très très mauvais. Donc là, c'est leur premier smartphone, le Phone 1. Auquel nom. Et qui est un smartphone avec certaines particularités. Il devrait sortir entre 400 et 500 euros. On ne sait pas encore exactement le prix en Europe. Il n'a pas non plus les specs dernier cri, notamment le processeur. C'est plus un processeur milieu de gamme. C'est un de ces Snapdragon. Alors son nom est à coucher dehors. C'est le 768. Non, c'est celui qui a remplacé le 768. Le 778 ou quelque chose comme ça. Bref, c'est pas un téléphone. Enfin, c'est pas un processeur haut de gamme. Est-ce grave pour un téléphone à 500 euros? C'est à vous de décider. Ils ont aussi un double setup caméra. Ils ont un arrière qui est transparent et vous pouvez voir l'intérieur du téléphone. Toutefois, ils ont couvert tout l'intérieur du téléphone, donc ça casse un petit peu l'intérêt. Et ils ont des trucs de LED. C'est très gimmick, mais ils ont un truc de LED ici. Vous voyez, il y a une LED autour du truc de chargement sans fil. Il y en a une autre là, une autre autour de la caméra et une en bas. Et en fait, vous avez des fonctionnalités par rapport à ça. Vous pouvez, par exemple, si quelqu'un de spécifique vous appelle, votre mère, je sais pas moi, votre compagne, votre compagnon ou autre chose, ça va faire un truc spécifique. Et comme ça, vous pouvez reconnaître c'est qui sans même regarder l'écran du smartphone. C'est juste des LED blanches. D'ailleurs, c'est pas du RGB, ce qui est fort dommage. J'adore le RGB. Et en plus, le RGB aurait rajouté 10% de performance en plus au smartphone. Donc, c'est vraiment dommage qu'il ne l'ait pas fait. Mais bref, c'est quand même sympa, mais c'est très gimmick. Au point même que, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je ne sais pas. Le truc, c'est que le marché des smartphones est saturé à mort. Donc, dès que vous avez une entreprise qui fait un petit peu les choses différemment, bah, ça a toujours un petit intérêt. Maintenant, moi, ce que j'attends de voir, c'est surtout, est-ce que le smartphone est réellement bon? Est-ce que le logiciel est bon? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est la caméra, la partie photo est bonne aussi? Parce que si la partie photo est juste moyenne, je ne vois aucun intérêt, honnêtement. Il y a plein d'autres marques qui existent déjà, donc pourquoi s'embêter avec cette marque-là qui pourrait littéralement faire faillite dans 2 ans et vous n'auriez jamais de garantie. Donc, yep.
On verra bien ce que ça donnera. Je n'en parlerai pas beaucoup plus dans les prochains Texamacho, honnêtement, parce que, yep. Peut-être quand il y aura les reviews qui sont sortis. Ensuite, on a une news sur la puce M2 qui a été testée dans le nouveau MacBook Pro 13 pouces. Enfin, nouveau, vu que c'est exactement le même châssis, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ben, c'est toujours bien d'avoir un test en réalité, parce que les chiffres d'Apple, des fois, sont un petit peu... On va pas dire traficotés, mais ils sont sélectionnés avec grande précision. Voilà, c'est la meilleure chose à dire. Et du coup, niveau performance, honnêtement, oui, la puce M2 est performante. C'est pas non plus la plus performante qui existe de chez Apple, parce qu'en réalité, la puce M1 Pro et M1 Max sont plus puissantes, parce qu'elles ont plus de cœur haute performance et aussi plus de cœur GPU. Donc ça veut dire que, yep, cette puce-là n'arrive pas à dépasser. À part dans certains cas où vous utilisez seulement un seul thread, où là, évidemment, vu que ça ne change pas grand-chose, vu que c'est un design plus récent, ça va vraiment faire la différence. Mais dès que vous avez l'utilisation du multicœur, par exemple, là, vous le voyez avec la puce M1 Pro, yep, c'est pas la plus puissante. Du coup, le problème vraiment avec cette puce M2, et j'en ai parlé un petit peu quand on a vu la présentation Apple, c'est que vous pouvez acheter le MacBook Air M1 pour moins de 1000 €. Le nouveau MacBook Air coûte 1500 € en Europe. Et ce MacBook Pro 13 pouces avec la puce M2 coûte aussi assez cher. Et au final, dès que vous mettez... Parce que par défaut, vous avez 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage. C'est pas très pro tout ça. Genre, c'est vraiment pas très pro du tout. Pour les 8 Go de RAM, 256 Go de stockage sur la puce M1... à moins de 1000 €, ça peut valoir la peine si vous n'utilisez pas trop de stockage de toute manière. Et vous voulez juste un laptop qui tient vraiment longtemps au niveau batterie, mais qui vous permet quand même de travailler. Mais là, sur un Mac, enfin en tout cas, une machine qui est considérée comme pro, c'est juste pas assez. Du coup, vous rajoutez juste du stockage et de la RAM, et en fait, vous êtes au même prix que le MacBook Pro 14 pouces, qui est bien meilleur. Donc, yep. Je ne vois juste pas trop l'intérêt, honnêtement. Surtout de ce modèle qui est à peine refresh. Genre, ils ont mis la puce M2 dedans, mais c'est toujours l'ancien design qui date de 2016. Donc, yep. Donc, ouais. Mais en tout cas, la puce M2 tient ses promesses au niveau performance. Donc, ça, j'ai hâte de voir ce que ça donnera dans, par exemple, des iPads. Où là, elle sera plus accessible. Notamment, je vous rappelle que l'iPad Air a une puce M1. Donc, imaginez un prochain iPad Air qui aura une puce M2. Ce serait génial. J'ai hâte de voir aussi un iPad de base avec une puce M1 recyclée dans peut-être 1 an, 2 ans, ce qui pourrait totalement faire. Ce serait génial. Donc, yep, même si je suis toujours mad que mon iPad Pro de 2020 n'aura pas les fonctionnalités de multitâche parce que j'ai pas une puce M1, donc, yep. Enfin bref. Ensuite, nous avons une news par rapport à Windows et l'installation de Windows 10 et 11. D'ailleurs, il faut que je fasse mes tutos updates là-dessus. Dans tous les cas, vous avez Rufus. Rufus est un outil qui vous permet de faire des clés USB bootables, si vous ne savez pas. Donc, vous pouvez faire, par exemple, des clés USB bootables pour Linux, notamment. C'est surtout pour ça que j'utilisais, personnellement. Et vous pouvez aussi faire des clés USB bootables de Windows avec. Et dans la dernière version de Rufus, vous pouvez, dans la dernière version bêta d'ailleurs, vous avez des nouvelles options pour enlever, yep, le prérequis du TPM et du Secure Boot pour Windows 11, ainsi que le prérequis pour un compte Microsoft. Donc ça, quand ça crée la clé USB, ça va enlever ces prérequis, et puis après vous pouvez l'installer sans les prérequis. Donc c'est franchement génial. Rufus est un outil très sérieux d'ailleurs pour ceux qui se demandent, donc no problème là-dessus. Et du coup, yep, ça c'est génial. Je dirais que enlever le prérequis du TPM pourrait être problématique selon moi. Genre, si vous n'avez vraiment pas de puce TPM, restez sur Windows 10, ça reste un très bon système d'exploitation. Mais par contre, enlever le prérequis du compte Microsoft en ligne, ça c'est génial parce que devoir avoir le compte Microsoft, c'est juste très embêtant. Ça ne sert à rien, franchement, la plupart du temps. Mon Windows 11 que j'utilise actuellement, vu que j'ai upgrade depuis mon Windows 10, il me semble que oui, j'ai pas le prérequis de compte. Enfin, mon compte est connecté, mais il n'est pas entièrement connecté partout. Et j'ai pas besoin, par exemple, d'entrer le mot de passe quand je démarre le PC. Donc, il n'est pas vraiment connecté en entier. Donc, j'ai réussi à garder Windows 11 sans le prérequis du compte. Et j'aime bien, moi, personnellement. Surtout pour un PC fixe, devoir se loguer à chaque fois, même si vous utilisez juste le code PIN. C'est embêtant. Surtout si vous voulez le démarrer à distance. Vous pouvez pas, parce que il faut vous connecter.
Donc, yep. Moi, j'aime bien avoir le fait que je démarre et puis je suis directement dans le système. Je peux le démarrer et puis aller boire un café ou autre chose et revenir. Il a fini de démarrer. Il démarre en 1 minute, mais au moins il est démarré. J'ai pas besoin d'entrer en code PIN, donc c'est plutôt génial. Donc, yep, cette option-là, moi, je la trouve plus pratique que le TPM limite parce que si vous n'avez pas le TPM, restez sur Windows 10, c'est beaucoup plus simple. Donc, yep. Et pour information, il me semble aussi que le prérequis du compte Microsoft maintenant est aussi sur Windows 10 maintenant. Mais en tout cas, sur Windows 11, même sur la version Pro, bientôt, vous devrez entrer un compte. C'est seulement sur certaines versions Pro qui viennent d'entreprises où vous n'aurez pas besoin de mettre un compte Microsoft. Parce qu'évidemment, les entreprises, si vous devez mettre des comptes Microsoft pour chaque PC que vous configurez, ça deviendrait juste impossible à gérer. Donc, yep. Ensuite, nous avons une news au niveau des cryptocurrencies qui continuent de sacrément chuter au niveau prix. Et du coup, vous avez beaucoup moins de gens qui minent des cryptocurrencies et qui, du coup, vous avez plus de cartes graphiques qui se retrouvent en vente sur eBay. Et du coup, ça fait baisser le prix. Et du coup, les cartes qui sont en stock aussi baissent en prix. Et basiquement, yep, ça baisse en prix. J'ai regardé un petit peu. Certaines cartes ont du mal à baisser. Les cartes AMD ont continué de baisser un petit peu. Je pense notamment celle que j'ai vu le plus baisser, c'était la 3080 que j'ai vu redescendre en dessous des 900 €. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, vu que c'est l'une des meilleures cartes qui existe de cette génération-ci. Bon, après, évidemment, elle était encore mieux quand elle était à 719 €. Mais bon, dans tous les cas, si on laisse encore un petit peu de temps, on devrait avoir de plutôt bons prix. Toutefois, alors, ça va être en rapport avec une news qu'on va avoir après. Maintenant, il y a des gens qui vont se poser la question, est-ce que je devrais acheter du coup une carte graphique maintenant? Personnellement, je vous dirais, il y a tellement de choses qui pourraient arriver que je vous dis, si vous avez une carte graphique qui vous convient, qui est au prix qui vous convient, achetez-la parce que le truc, c'est qu'on ne sait pas ce que vont donner les prochaines cartes graphiques. On ne sait pas s'il y aura du stock. Il y a certainement beaucoup de gens qui les attendent aussi. Donc, juste, si vous avez une carte graphique qui a un bon prix pour le niveau de performance, juste achetez-la. Et ne vous préoccupez pas trop. Je pense notamment à des gens qui avaient acheté des 2080, des 2080 Ti juste avant la sortie des RTX 3000 et plein de gens s'étaient moqués d'eux. Et puis au final, quand les prix ont augmenté à un niveau pas possible, mais finalement, ils n'étaient pas si mal. Hein. Si vous êtes possesseur d'une 2080 Ti, vous êtes encore très bien. Même une 1080 Ti, vous êtes encore très bien. Donc, yep, franchement, si vous trouvez une carte à un prix qui vous convient, allez-y, ne vous faites pas prier, selon moi. Après, évidemment, n'achetez pas, par exemple, les 3090 ou les 3090 parce que là, c'est vraiment ridicule au niveau prix. Ensuite, on a une news au niveau de Sony qui a fait un écran gaming. Ce qui m'étonne assez bien parce que Sony n'a pas trop fait d'écran, franchement. Malgré le fait qu'ils font des TV et qu'ils font la PlayStation, j'allais dire la Xbox, la PlayStation. Donc vous pourriez vous dire, hey, peut-être aussi des écrans gaming. Et non. Franchement, ils ont dû en faire dans le passé, mais je m'en souviens même pas. Et du coup, là, ils ont refait un écran gaming avec un design évidemment un petit peu PlayStation, franchement. Ça fait un peu penser à une PlayStation. Mais c'est des écrans plutôt pas mal au niveau spec. Vous avez un 27 pouces 4K 144 Hz et vous avez un 27 pouces Full HD 240 Hz. Donc, yep. J'aurais bien voulu voir un méca 140p, mais bon. Et les prix sont... Le prix du 4K, ça va encore. Le prix du 1080p est genre plutôt cher. Donc c'est vraiment si vous voulez le design éventuellement. Après, Sony a aussi une excellente réputation, il faut le savoir, au niveau de la gestion des couleurs sur leur écran, enfin sur leur TV notamment. Donc sur leur écran, ça devrait suivre aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut voir si c'est réellement le cas ici. Donc ça pourrait valoir la peine. Surtout si vous êtes fanboy PlayStation et que vous voulez un écran Sony pour aller avec votre PlayStation 5, ma foi, vous pourriez le faire. Parce que vous pouvez totalement brancher une PlayStation 5 et jouer avec. Il n'y a aucun problème. Ensuite, on a une news au niveau des cartes mères Intel dans la série 600 au niveau chipset qui commence à recevoir des mises à jour de BIOS. Notamment ASRock va sortir un BIOS qui permet de rajouter le support de la 13e génération. Yup. Donc, visiblement, on n'aurait pas besoin de nouvelles cartes mères. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'on va être très honnête. Il y en a un petit peu marre que Intel force les gens à acheter des nouvelles cartes mères et puis c'est basiquement les mêmes. Franchement. Donc là, ce serait une plutôt bonne nouvelle pour ceux qui ont déjà des cartes mères et qui veulent peut-être upgrade. Quelqu'un qui a pris un i5 qui est en mode « Ah, le i5 me convient pas assez, il me faut plus de puissance. » Mais là, ils auraient un chemin d'upgrade. Ou alors tout simplement quelqu'un qui veut passer chez Intel et qui... Voilà. Les cartes mères existent depuis un petit moment maintenant, donc elles sont moins chères.
Et puis vous pourriez peut-être en avoir à un très bon prix parce qu'ils essaient de les déstocker aussi. Donc, yep, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi qu'il arrive. Et ça indique que Intel commence à changer un petit peu. Selon moi, si Intel veut vraiment concurrencer AMD, ils n'auraient pas grand-chose à faire. Baisser un petit peu les prix, rendre l'overclocking un petit peu plus possible sur les processeurs non K, et c'est techniquement ce qu'ils ont fait en réalité. Parce que si vous êtes sur une carte mère en B660 notamment, vous pouvez activer une option dans le BIOS qui permet de débloquer plus de puissance pour les processeurs. Donc ça, ils devraient continuer de le supporter en tout cas, et même aller un petit peu plus loin selon moi. Et puis, yep, le dernier point, c'est faire en sorte que les cartes mères durent plus qu'une génération. Parce que ça, c'est vraiment stupide. Le truc, c'est que, oui, la plupart des gens vont peut-être juste garder leur carte mère pendant 3-4 ans, et du coup, ça ne vaut pas la peine là d'upgrade de processeur, parce que, genre, il n'y aura aucun processeur compatible. Mais pour certaines personnes, ça peut valoir la peine. Et aussi, tout simplement, si votre PC a 3 ans, par exemple, ça fait 3 ans que vous avez acheté une carte mère en Intel 600, vous avez peut-être le 12600K, eh bien, vous pourriez peut-être trouver un 13600K ou peut-être même un 13700K d'occasion sur eBay ou autre chose, ou en déstockage dans quelques années, parce qu'il sera sorti depuis plusieurs années, et vous pourriez upgrade votre PC facilement. Et ça, c'est quand même un gros point positif. Ou sinon, à part ça, le seul chemin d'upgrade, si la carte mère dure une seule génération, ben, c'est de prendre juste le Core i7 ou le Core i9 de cette génération-là si vous aviez le Core i5. Mais si vous avez déjà le Core i7 ou le Core i9, ça n'a aucun intérêt. Donc, yep. Avoir des chemins d'upgrade, ça ne fait pas de mal. Donc, moi, je dis merci Intel d'enfin... Enfin, merci, mais c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, honnêtement. Mais bon, au moins, ils le font. Ou en tout cas, ils semblent le faire. Peut-être que c'est juste ASRock qui a décidé de le faire. Ensuite, nous avons la news par rapport à Nvidia que je parlais juste avant au niveau du fait qu'ils auraient coupé une partie de leur commande auprès de TSMC pour les prochaines RTX 4000. Donc si vous ne savez pas, ce genre d'entreprise, Nvidia, AMD ou autre chose, qui demandent à des entreprises de fabriquer leurs microprocesseurs, ils commandent souvent à l'avance. Donc Nvidia a commandé des mois à l'avance pour des cartes graphiques qu'il allait produire beaucoup plus tard. Comme ça, ils réservent littéralement de la production. Et du coup, Nvidia aurait coupé une partie de leur réservation. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à l'avoir fait, il faut le savoir. Apple aussi l'a fait, pour ceux qui se demandent. Ils auraient coupé voilà, 10% Apple. Mais bon, bref, dans tous les cas, qu'est-ce que ça implique ici? Pourquoi ils le font déjà? Alors déjà, c'est supposé. C'est pas 100% garanti, tenez-en compte, mais c'est supposé qu'ils l'auraient fait. Il y a des gens qui propagent justement cette rumeur, peut-être certainement des personnes qui travaillent chez TSMC. Et du coup, pourquoi il l'aurait fait? Parce que tout simplement, les cryptocurrencies sont en train de chuter et du coup, ben, ils s'attendent à vendre beaucoup moins de cartes graphiques, notamment dû aux cryptocurrencies. Maintenant, évidemment, il y a les... Je dirais pas théorie du complot parce que c'est pas vraiment un si grand complot que ça. Je dirais plutôt que c'est des théories pessimistes par rapport à Nvidia et je dirais que c'est des théories qui sont certainement assez réalistes. Et c'est le fait que, ben, aussi, ils font ça pour que la rareté des cartes graphiques reste la même. Parce que le truc, c'est s'ils fabriquent beaucoup plus de cartes graphiques et que du coup, les crypto miners en achètent beaucoup moins et que ben, les stocks deviennent vraiment bons de cartes graphiques, ben, les prix vont chuter des cartes graphiques forcément. Alors, ils ne chuteraient jamais en dessous du prix de base, mais ils chuteraient quand même. Et du coup, ben, Nvidia gagnerait moins d'argent. Et les constructeurs aussi gagneraient moins d'argent. Donc là, en réduisant la production, ben, ça permet d'équilibrer. Il y aura moins de cartes graphiques. Donc j'espère que c'est pas ça, honnêtement. J'espère que vraiment ils ont fait une énorme demande à TSMC qui était beaucoup trop grosse. C'est tout à fait possible. Et qu'ils réduisent cette commande vers un truc plus réaliste. Mais je peux pas m'en empêcher de penser que réellement Nvidia serait totalement capable de faire ça, franchement. Soyons honnêtes. Donc on verra bien ce que ça donnera. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous pouvez acheter une carte graphique maintenant, si vous avez une carte graphique qui a un bon prix, le niveau de performance qu'il vous faut et tout ça, vous êtes content avec, achetez-la et ne vous faites pas prier. Parce qu'honnêtement, maintenant, on n'a aucun moyen de prédire l'avenir. Encore auparavant, on aurait pu dire, genre, oui, ça devrait être... Enfin, ce sera forcément meilleur et ça arrive dans quelques mois, donc tu peux attendre. Mais là, honnêtement, avec les problèmes de stock et tout, on ne sait jamais. Aussi bien les RTX 4000 vont sortir, elles seront excellentes, mais elles coûteront beaucoup plus cher parce qu'NVIDIA aura augmenté les prix aussi bien. Et surtout, il n'y aura aucun stock et du coup, ben, ça ne vaudra même pas la peine en fait.
Et du coup, tout le monde va commencer à racheter des cartes graphiques parce qu'ils attendaient les RTX 4000. Donc, tous ceux qui attendaient des RTX 4000 qui ne peuvent pas les acheter vont juste acheter des 3000. Et les prix de celles-là vont aussi augmenter. C'est tout à fait possible. Et du coup, si vous pouvez, achetez maintenant et ne vous préoccupez pas de trop. Peut-être qu'aussi bien, vous allez le regretter parce que les cartes graphiques vont réellement coûter moins cher dans quelques mois. Mais le truc, c'est... Vous pourriez le regretter aussi dans l'autre sens. Donc, moi, je pars du principe, si vous êtes content maintenant avec les prix et les performances, allez-y. Et en parlant de content avec les performances, les gens ne sont pas très contents des performances de la GTX 1630. C'est une carte graphique qui est sortie pour 169 $. Encore, ça, c'est le prix annoncé. Et qui est aussi rapide qu'une carte graphique à 139 $, qui est la GTX 1050 Ti, qui est sortie en 2016. Donc, Nvidia a réussi à sortir une carte graphique aussi performante. Non, ils ont réussi à sortir une carte graphique plus chère qu'une carte graphique qu'ils ont sortie en 2016 pour le même niveau de performance. Nvidia, vous êtes incroyable. Bon, AMD a fait la même chose en réalité, donc on peut jeter la pierre à tous les deux. Et le truc aussi qu'il faut quand même tenir compte, c'est que réellement, ça coûte plus cher de fabriquer une carte graphique maintenant. Donc, Mais quand même, c'est triste à voir. Ça confirme de plus en plus que genre, les constructeurs, notamment Nvidia et même AMD, n'en ont rien à faire du marché d'entrée de gamme. C'est vraiment, genre, le haut de gamme a un gain de performance énorme. La GTX 3080 est beaucoup plus performante qu'une 2080 ou même une 2080 Ti. Et puis, plus vous diminuez, plus vous approchez des GTX 1600, justement, et plus, en fait, pas vraiment de gain, en fait. La 2050... Enfin, la 2050. La 3050 qui aurait dû être la 2050. Voilà. Pas impressionnante du tout. Cette GTX 1630. Pas impressionnante du tout. Donc, honnêtement, c'est vraiment triste de voir ça. C'est vraiment triste. J'espère que ça va changer. Peut-être que Intel va remuer les choses à ce niveau-là. C'est tout à fait possible qu'Intel le fasse parce qu'il y a de l'argent à gagner pour eux. Et le truc, c'est que AMD et Nvidia, ils ont déjà leurs fanboys, ils ont déjà les gens qui achètent leurs produits. Intel a tout à gagner ici. Eux, ils arrivent dans un nouveau marché que personne ne leur fait vraiment confiance, ou en tout cas pas beaucoup de gens. Il faut qu'ils prennent des parts de marché. Donc Intel, si vous voulez prendre des parts de marché, commencez par l'entrée, le milieu de gamme, cassez les prix à ce niveau-là, ou en tout cas offrez des bonnes performances pour le prix. Et les gens seront très contents et ils iront vers Intel pour cette raison-là. Donc, j'espère que c'est ce qu'ils feront. Parce que si c'est juste pour faire la même chose qu'NVIDIA et AMD, ben là, on va se retrouver dans une situation où, genre, les cartes graphiques entrée de gamme et milieu de gamme sont juste décevantes. Donc, j'espère que ça arrivera, parce que franchement, ça, c'est juste décevant. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette semaine-ci. J'aurais bien fait un Texama Show plus long, mais honnêtement, il est 21h37 au moment où je tourne cette vidéo. Et pour moi, avec le décalage horaire, j'ai l'impression que je suis en plein milieu de la nuit et je suis très fatigué. Donc, je vais aller dormir. Réellement. Et puis je vais me lever à 6h du matin et être en mode parfaitement reposé. Ça va être génial. En réalité, ça a ses avantages. Mais peut-être que je devrais me recaler un petit peu mieux. Merci à tous de regarder. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous laissez votre avis, que ce soit en pouce ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à tous. C'était plus très français.